respirer tranquillement. Moi, je dis sans arrêt que le moteur, et je dirais même le maître, le gourou de toute méditation, c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est notre respiration. C'est grâce à notre respiration que nous allons pouvoir vraiment pénétrer profondément à l'intérieur de nous-mêmes et profondément, d'abord nous calmer. J'aime beaucoup cette phrase de Hui Neng, le sixième patriarche zen, qui dit la méditation, c'est le calme qui crée la sagesse et la sagesse qui crée le calme. C'est un ensemble comme ça qui est là. Et j'aime beaucoup cette... il y a des tas de formes de respiration, évidemment. On a aussi bien les respirations sportives que les respirations yogiques. Et j'aime beaucoup le travail que fait effectuer le zen avec l'expiration profonde. C'est-à-dire vraiment une expiration qui va jusque ce que le zen au Japon appelle le hara, ce qu'on appelle aussi le kikai tanden, l'océan de l'énergie. C'est-à-dire toute cette zone qui se trouve à 3 de nos doigts en dessous du nombril et qui est vraiment un acte très très fort de gymnosophie. Gymnosophie, j'aime beaucoup ce terme qui remonte au grec du temps d'Alexandre le Grand, quand ils ont rencontré les premiers yogis, et qui disaient ce sont des gymnosophes, des gymnastes de la sagesse. Mais quels que soient les exercices que faisaient ces gymnosophes, tout était toujours basé sur la respiration, comme dans toute méditation. Alors, voilà, on va simplement respirer calmement, avoir le dos droit, le menton légèrement rentré, la nuque à droite, et simplement respirer, expirer le plus profondément possible, le plus profondément possible, le plus profondément possible. Laissez venir notre inspiration totalement naturellement. Gonfler le ventre, hein, c'est pas du tout, il ne s'agit pas d'avoir le ventre plat dans cet exercice, bien au contraire. Il faut complètement libérer le ventre et envoyer en quelque sorte notre expiration à l'intérieur de notre abdomen. Hein, dans ce que les scientifiques d'aujourd'hui appellent notre deuxième cerveau, notre biotope. De la santé de notre biotope dépend aussi la santé de tout notre corps. C'est une région qui est très très riche en neurones et qui est une région qu'on a vraiment complètement négligée en France et en Europe et en Occident. Négligée en termes de travail. Comme de toute façon, on a négligé aussi complètement la respiration. On ne nous a jamais appris à respirer. La seule respiration que j'ai connue, moi, dans mes années d'école, de collège, de lycée, c'était gonfler vos poumons pendant la gymnastique. Mais on n'a jamais su que la respiration pouvait être quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Et justement, la respiration zen nous permet d'aller dans cette profondeur-là, d'aller très, 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 très profond, de réveiller profondément l'énergie qui est en nous. C'est pour ça que j'aime tellement ce terme de Kikai Tanden, l'océan de l'énergie qui se trouve là dans notre abdomen et qui est un lieu qui est le lieu vraiment qui est le fondement en quelque sorte de tout notre fonctionnement. Donc il faut détendre les épaules, être là tranquille, avoir le regard mi-clos, les yeux à moitié ouverts, à moitié fermés, le regard à la fois extérieur, intérieur. Être tranquillement là comme ça. Et puis, même s'il y a des pensées, des idées qui viennent, des fantasmes, des images, n'importe quoi, avoir, laisser passer. Laisser passer, laisser passer, laisser passer. Ne pas entretenir, ne pas vouloir freiner, simplement respirer. C'est vraiment notre respiration, comme je le disais tout à l'heure, qui est le moteur, qui nous fait complètement
avancer dans notre méditation. Plus on va avoir une respiration concentrée profonde, plus on va entrer dans une méditation qui va être profonde et qui va nous permettre de nous déconnecter de notre réalité ambiante. Vous pouvez compter aussi pendant votre respiration en silence. Vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et voilà, reprendre après une inspiration, et ainsi de suite, comme ça. Il y a différentes façons de respirer, mais toujours sur l'expiration profonde. Il y a aussi un son qui est le son haut. Si on expire le son haut jusqu'au bout du souffle, jusqu'au bout du souffle, on arrive tout au fond de notre abdomen. Et on peut le faire en silence aussi. Ça peut être aussi le son haut, évidemment, mais d'abord faire le son haut jusqu'au bout du souffle et après seulement le transformer en un petit M musé. Rien que cet exercice tout simple, qu'on peut faire strictement n'importe où. Les yeux mi-clos, le dos droit, le menton légèrement rentré, la nuque droite, les épaules détendues. Ça aussi, c'est très important. Très souvent, on a les épaules qui sont tendues. Les détendre. Et continuer l'expiration profonde. Et dès qu'il y a un cycle de pensée, d'images qui arrive, parce que forcément, les tourbillons mentaux, les tourbillons psychiques arrivent sans arrêt, eh bien, revenir à cette conscience de la respiration. Et là, s'apercevoir vraiment que conscience de la respiration et conscience tout court, c'est la même chose. Et ça, c'est une technique qui peut nous servir dans la vie quotidienne. Sans arrêt, dès qu'on sent, on est en train de marcher dans la rue, par exemple, et on est perdu, noyé dans nos pensées, comme le dit si bien l'adage populaire, dès qu'il se passe cela, dès qu'on en est conscient, parce que la plupart du temps, on vit une sorte de rêve éveillé, dès qu'on est conscient de cela, revenir à la respiration. N'importe où, dans le métro, dans la rue, en voiture. Dès qu'on est barré dans notre tête, qu'on s'en rende compte, revenir à la respiration, consciente. Respiration profonde. Et ce qui fait que la méditation peut être comme ça, pas uniquement réservée à quelques minutes de ci, de là, dans un endroit calme, mais quelque chose de continu. Comme si on pratiquait des micro-méditations dans notre vie quotidienne sans arrêt. Il faut se promener dans sa respiration. C'est-à-dire, chaque respiration est différente. Nous avons à peu près 17 000 respirations par jour. La plupart du temps complètement inconscientes. Et complètement de survie, c'est-à-dire du haut des poumons. Et là, par contre, non seulement nous occupons tous nos poumons, mais tout notre abdomen, grâce à cette expiration profonde, et aussi tout notre corps. Nous pouvons vraiment envoyer notre respiration jusque dans nos talons, dans toutes nos cellules.
c'est quelque chose qui nous baigne complètement, qui peut nous baigner complètement. Et je le répète, ce n'est pas réservé à des petits moments privilégiés. Ça peut être vraiment quelque chose de constant, il ne faut pas exagérer, mais une pratique qui revient très souvent dans notre vie quotidienne, dans notre vie nocturne, lors d'insomnie, etc., etc. Cette respiration consciente et profonde. Et aller vraiment jusqu'au bout du souffle. Mon maître Deshimaru disait toujours que à la fin de l'expiration, il y a encore un petit bol d'air et on peut aller encore au bout de l'expiration, au fond là-bas. Et l'inspiration, par contre, elle revient naturellement. C'est vraiment, on porte, là aussi il disait ça, il faut porter son attention, sans frénésie non plus, mais avec une certaine énergie sur son expiration profonde. Voilà. Allez, merci. Merci beaucoup, Marc. On est allé profondément avec toi. Et j'ai encore envie de dire qu'on a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est dans la profondeur de notre être et pas des paroles à la surface. Et on a tous suivi profondément. Et je te remercie beaucoup. Maintenant, si tu souhaites partager avec nous quelques expériences avec les vivants dans ce voyage à l'intérieur de toi-même, les rencontres avec les grands tours, ton expérience. Bon, mon expérience est une expérience de chaque jour. Hein. J'aime beaucoup, d'ailleurs j'en ai fait le titre d'un livre, cet adage zen qui dit une journée, une vie. Donc, je pense que vraiment chaque jour est un lieu d'expérience fort de ce qu'est le vivant. Mon maître Deshimaru, il avait une expression très très forte. Il disait la vie sort d'un trou pour rentrer dans un trou. Évidemment, le premier trou, c'est le trou de la matrice. Nous sommes expulsés du ventre de notre mère et nous y avons vécu dedans. Et puis nous vivons la vie, jour après jour, jusqu'au trou de la mort. La mort qui est très présente en ce moment avec la pandémie. Certaines personnes me disent, mais on n'avait pas conscience qu'on allait mourir. Il a fallu que la pandémie arrive, qu'il y ait des deuils autour de nous, etc. Mais pour avoir cette espèce de présence presque quotidienne de la mort autour de nous. Et la vie sort d'un trou pour entrer dans un trou, ce n'est pas du tout quelque chose d'angoissant, parce que c'est quelque chose de fort. D'abord, le prix Nobel François Jacob disait que chaque être humain porte dans son ADN 64 générations. Donc à peu près 2000 ans d'expérience d'ancêtres qui sont là. Et donc c'est déjà une chose inouïe. Il y a aussi ce très, très bel adage tibétain qui dit, vous qui avez eu la chance de prendre forme humaine, ne perdez pas votre temps. Et je trouve ces formules magnifiques parce que, voilà,
riche de ce qui nous a été donné par nos ancêtres, par nos gènes, évidemment aussi par notre éducation, par la société, etc., etc., quel que soit ceci, riche des difficultés et des possibilités, des potentialités qui nous sont données, nous allons vers cet autre bout. Mais, et là, je continue à raconter un peu ce que disait le maître zen Deshimaru par rapport à ça. Il disait, en fait, la vie est faite de points. Et en appelant les points, il disait, ce sont des points de conscience. Et plus il y a de points de conscience, plus la ligne de votre vie sera forte. Et dans tout ce que nous venons de dire dans cette petite méditation que nous avons partagée, il s'agit de ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous sommes, comme je disais tout à l'heure, dans une sorte de rêve éveillé, un peu barré dans nos têtes, barré dans nos préoccupations, barré dans nos angoisses, barré dans notre travail. Mais bon, tout ça est très bien, ce n'est pas la question. Mais comment est-ce qu'on peut transformer ce terreau, en quelque sorte, karmique, qui est le nôtre, et chacun le sien, en expérience de conscience? Et j'ai l'impression que c'est ça qui doit être en quelque sorte le vrai moteur de toute notre expérience dans cette vie. Parce que Maître Deshimaru disait, plus les points dont on sont rassemblés, plus la ligne de vie va être forte, plus l'expérience va être forte, et plus en quelque sorte le message qui va être passé, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre trou. Et je ne tiens pas du tout à gloser du tout, d'aucune manière, je n'en ai absolument aucune idée, ce qui va se passer de l'autre côté. Mais le message, la force de l'expérience, en quelque sorte, quelque part passera. Ou on ne sait pas, mais passera. Nous ne sommes pas là, ni par hasard, ni pour rien. Donc, nous devons absolument travailler sur nous-mêmes. Et nous devons absolument apprendre, et sans arrêt, j'aimais beaucoup ce mot d'un grand ami trop tôt disparu à 49 ans, et qui était un grand philosophe, Yvan Amar, et qui disait, dans la vie, nous devons, en fait, on dit grandir pour les enfants, mais nous, même en tant qu'adultes, en tant que vieil homme, etc., nous devons continuer à grandir. Et c'est très vrai, c'est très fort. Et donc, je pense qu'il faut qu'on est là pour ça. Et que ce qu'on appelle la méditation, j'aime bien cet adage zen encore qui dit la méditation n'a rien à voir avec la position assise, couchée ou debout. Ce qui pose de nouvelles questions encore. C'est un koan zen, évidemment. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, bien sûr, on peut prendre une posture de méditation et c'est très bien. On peut prendre des postures yogiques, on peut prendre des postures de tai chi, de qigong, on peut prendre des postures de jogging, on peut prendre des tas de postures. On peut respirer de tas de façons différentes, y compris zen. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est une sorte d'état d'esprit qui nous emmène sans arrêt vers un agrandissement de la conscience. Ce n'est pas réservé, évidemment, qu'à l'Orient, ce qui est donné là. La grande force de l'Orient, parce que bon, des gens comme Descartes, par exemple, disaient Descartes, quand même, René Descartes, hein, je pense donc je suis, mais il disait aussi, il y a à l'intérieur de ma conscience une conscience qui a conscience de la conscience. C'est exactement ce qui se passe en nous pendant toute forme de méditation. Mon maître zen disait, dans la méditation, quelle que soit la brièveté de la méditation, la conscience, en effet, regarde la conscience. Le grand ego regarde le petit ego. Il y a le petit ego boursouflé, préoccupé, agité, peureux, mesquin, méchant. On a tous ça en nous. Toutes les formes possibles et imaginables d'ego, vous voyez ce que je veux dire.
Mais à l'intérieur de nous, il y a aussi un grand ego qui cherche, qui est le meilleur de nous-mêmes en quelque sorte. C'est l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a le Dr. Jekyll qui regarde le Mr. Hyde. L'infâme Mr. Hyde, l'obscur Mr. Hyde est quand même regardé par quelqu'un qui est plus grand que lui. Et c'est ça qui se passe dans la méditation. Et donc, ce qu'il faut aller chercher, c'est cette conscience qui est au-delà de la petite conscience de tous les jours, pourrait-on dire, et qui est une conscience infiniment vaste, infiniment vide quelque part. Mais la sagesse orientale dit que le vide est justement infini et d'une richesse inouïe. Il faut savoir en quelque sorte apprendre, mais sans vouloir le rechercher vraiment, mais à se dépolluer soi-même, parce qu'on parle sans arrêt des pollutions physiques, mais on ne parle pas assez des pollutions psychiques qui sont constantes. Et par exemple, je crois que durant cette pandémie, l'une des plus grandes, nous avons tous le Covid psychique. C'est évident. Entre les nouvelles, les amis qui souffrent, les amis qui meurent, on en a tous eu, etc., etc. Nous sommes baignés là-dedans. Mais cette pollution-là aussi, il faut savoir la nettoyer, comme il faut savoir nettoyer toutes les pollutions psychiques qui sont constantes. Et je pense que c'est tout ce travail que nous avons fait au tout début de cette petite séance qui est quelque chose de totalement essentiel et qui nous permet d'aller de l'avant. Parce que sinon, on entre trop souvent dans un système d'involution. Vous m'entendez? Bon. Oui, oui, on vous entend, Marc. On m'entend? Bon, tout va bien. Oui, oui. Alors, bon, tout ça est très sérieux, mais il faut... il n'y a pas beaucoup de temps qui nous est imparti, mais il faut donc méditer avec cette espèce de force, cette énergie, pour employer une image drôlatique de Deshimaru aussi. Deshimaru, il disait, il ne faut pas que votre méditation soit comme une bouteille de bière éventée. Il faut que ça soit quelque chose qui soit vibrant, qui soit fort. Et puis, il faut aussi, et ça c'est très important dans tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans notre méditation solitaire. Et j'insiste beaucoup, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, bien plus d'un an, des méditations en présentiel, comme j'avais l'habitude 2 fois par mois de le faire, avec des groupes d'amis. Et il faut insister là-dessus. On n'est pas uniquement solitaire, on est solidaire. Et ça, c'est très important. Cette bienveillance, cette compassion qu'il s'agit de baigner, de mettre dans sa méditation est aussi très importante. Et c'est une très grande phrase du Bouddha que j'aime beaucoup, qui dit, parlant de sa méditation, il disait, durant ma méditation, j'imprègne mon être tout entier et mon visage de bienveillance, de compassion envers tout ce qui existe, animé ou inanimé, ce qui est une force inouïe, c'est-à-dire absolument pas uniquement les êtres humains, les êtres vivants, les êtres, les plantes, etc., mais aussi les pierres, l'univers entier, le cosmos entier. Et voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est très, très important parce que c'est l'un des trésors de tout ça, c'est que, voilà, justement, on n'est pas uniquement solitaire, mais on est aussi solidaire. Et mon cher maître Zen disait, pendant votre méditation, si vous vous mettez dans cet état d'esprit qui est à la fois cet état d'esprit profond où vous travaillez, où on travaille sur soi-même, mais aussi avec cette bienveillance qu'on envoie, vous influencez le monde entier, l'univers entier. Et je suis certain que quelque part, il avait raison
d'une certaine manière, parce que de toute façon, à partir du moment où on apprend à se calmer, du moment où on apprend à laisser reposer, à laisser apparaître, vous connaissez cette vieille image orientale, encore une fois, du verre d'eau boueuse. Nous sommes tous des verres d'eau boueuse. On repose le verre, on laisse poser le verre d'eau boueuse et la boue se dépose au fond du vase, du vase ou du verre, et l'eau claire apparaît. Et c'est ce qui se passe durant la méditation, et c'est très puissant. Et dans leur grande sagesse, les orientaux disent, mais c'est parce que justement, la boue se dépose au fond, elle ne disparaît pas, la boue qu'il y a en nous, mais elle se dépose au fond du verre, et c'est parce qu'elle se dépose au fond du verre que la graine de lotus, qui symbolise la sagesse, peut germer et croître dans la boue. C'est une très très belle image, et c'est aussi ce qui se passe en nous, c'est-à-dire réussir à ne pas être uniquement dans cette boue en suspension à l'intérieur de nous, mais réussir à trouver quelque chose qui nous fasse apparaître en nous justement la clarté de l'esprit, la clarté de l'être, la clarté de la conscience. Et ça, on y arrive. On y arrive franchement. Bon, évidemment, la bonne nouvelle, c'est que quand on pratique la méditation, ça marche. La mauvaise, c'est que c'est tout le temps à refaire. Parce qu'évidemment, la boue revient sans arrêt, la pollution psychique revient sans arrêt, les préoccupations reviennent sans arrêt. Et puis, bon, il faut se nettoyer sans arrêt. Et donc, mais je trouve ça plutôt porteur comme idée, et comme démarche et comme façon d'être au monde. Bon, ben voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous pendant ces quelques minutes. Je crois que Ulrich a prévu une suite avec des questions. Je ne sais pas, tu vas nous décrire ce que tu penses vouloir faire maintenant. Mais voilà, je voulais juste partager ce petit moment avec vous et j'ai été vraiment heureux de le faire parce que c'est magnifique et c'est pas fini. J'étais très touché par ta expression qu'elle a aussi un grand ego qui regarde le petit ego. Et cet grand ego, quelque part, c'est cultiver, soigner, faire grandir grâce à la méditation. Et Durkheim disait toujours, la méditation commence quand je quitte la salle de méditation. Et ça, j'aimerais parler avec toi, cette expérience de la méditation dans ma vie quotidienne. Comment tu vis quand tu as médité ou quand tu n'as pas médité le reste de la journée? Pour moi, par exemple, la méditation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit en silence assis ou qu'elle soit en mouvement, parce que je fais aussi du tai chi, du qigong, de la gym, c'est aussi une forme de méditation. Il faut être complètement dans les gestes gymniques qu'on fait, pas le faire de manière. Et il faut rester en forme, n'est-ce pas? Et donc, ça donne le là de ma journée. C'est pour ça que moi, j'aime bien commencer la méditation le matin tôt. Ma femme me dit toujours, mais enfin, tu te lèves, tu fais de la méditation, tandis qu'elle a envie d'être dynamique tout de suite, mais non. Moi, j'ai besoin, je me lève, je suis un peu comme un Picasso, ça part dans tous les sens, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les préoccupations de la journée, j'ai le poids de la nuit qui est plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise, etc. Enfin bon, il y a tout ça, on est différent chaque jour. Et le fait de me centrer de différentes façons, et parfois très peu de temps, parfois il suffit de quelques minutes pour faire quelques gestes de qigong, par exemple, ou alors de se poser comme on a fait tout à l'heure. On s'est posé tout à l'heure pendant 10 minutes peut-être, à expirer profondément. Et j'ai tout ce côté Picasso qui se rassemble et je reprends quelque part une forme humaine. Je ne sais plus qui disait, on est homme ou femme, évidemment, mais on apprend à être humain. Et c'est ça la démarche, en quelque sorte. Et moi, ça m'aide vraiment.
Alors après, les préoccupations de la journée, tout à l'heure, quand on s'est parlé, par exemple, par écran interposé pour faire un petit essai, ben, j'étais très stressé parce que j'avais eu différents soucis dans la journée, des soucis administratifs, des soucis ceci, des là. Il a fallu que j'aille courir pour une histoire de téléphone. Bon, il y a rien, bam, 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 réparé. Bon. Et puis, bon, des préoccupations bêtes, des trucs qui vous prennent la tête, il n'y a pas d'autre mot. Et j'étais un peu énervé. Tu as dû le sentir d'ailleurs. Et je me suis dit, je ne vais pas arriver dans cet état-là ce soir. Voilà, j'ai fait un peu de Qigong et un peu de Tai Chi et j'ai remis mon être d'équerre. C'est-à-dire que j'ai retrouvé cet axe, j'ai retrouvé ce centre de gravité. J'ai retrouvé, bon, voilà, il y a différentes choses qu'on peut dire comme ça. J'ai retrouvé cette plénitude. Tout ça est fugace, mais c'est clair que je vois très bien dans l'après-midi, quand je faisais mes gestes, c'était clair que tout d'un coup, toute cette espèce de nouveau de bousculade, il y a un très beau mot de Kodo Sawaki, qui est le maître de Taizen Deshimaru, qui disait la méditation, quelle qu'elle soit, c'est l'arrêt de la course. C'est-à-dire qu'il faut savoir, d'une manière ou d'une autre, trouver des moments d'arrêt de la course, d'arrêt de la précipitation, d'arrêt de l'angoisse, etc. Et c'est un sentiment qui, je trouve, est profondément vivant, justement. Tu parlais du vivant. Moi, il y a beaucoup de choses qui nous rendent vivants. Le sourire de l'être aimé, le sourire d'un enfant, le sourire des amis, le sourire de quelqu'un rencontré dans la rue, les plantes qui nous entourent, que nous devons regarder, enfin, le cosmos, n'importe quoi. En fait. Tout peut être prétexte à émerveillement, dirais-je. Et non, parce qu'il y a tellement de sujets atroces que je veux dire, il faut aller aussi traquer un peu la beauté, parce qu'elle existe aussi, elle existe autant que l'horreur. Et donc, il ne faut pas uniquement voir, il y a une très belle phrase zen qui dit dans l'obscurité existe la lumière, dans la lumière existe l'obscurité. Ne voyez pas que le côté obscur, ne voyez pas que le côté lumineux. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus se perdre uniquement dans la lumière, être là, bisounours, oh là là, je médite, je plane, papa, ça va pour moi, etc., etc. Mais il ne faut pas voir non plus que le côté obscur, il faut savoir changer le curseur, se dire, allez, ça y est, je suis en train d'entrer dans un moment d'obscurité, et ça nous arrive à tous, des moments de dépression, des moments où on n'est pas bien, enfin, je veux dire, vraiment, et ça peut arriver plusieurs fois dans la journée ou dans la nuit. Et puis, bon, ce travail sur soi permet de justement aller vers le côté lumineux. Et puis, voilà, pas se bercer non plus du côté lumineux, parce que ce n'est pas la panacée absolue, mais savoir que le monde, comme le jour et la nuit, sont faits de ça. On est dans ce monde binaire-là, et il faut savoir, voilà. Et donc, c'est un travail constant, constant, mais je trouve que c'est un challenge magnifique, et je trouve que, comme je disais, ce n'est pas l'apanage de l'Orient, mais l'Orient a su, en quelque sorte, nous, on y a pensé intellectuellement à ces choses-là, on a philosophé, etc. Mais l'Orient a su, c'est ça qui m'a frappé, moi, à l'âge de 20 quelques années, quand je suis tombé d'abord sur des textes orientaux, de m'apercevoir qu'il y avait d'autres philosophies que la nôtre. Hein, j'étais en licence de lettres, je faisais de la philo, etc. De voir qu'il y avait d'autres pensées que la nôtre, et qui n'étaient pas qu'indigènes, comme disaient les Sorbonnards d'alors, en 1968. Comment pouvez-vous vous intéresser à ces pensées indigènes? Quand même entendu ça, hein. Mais que ces pensées indigènes et orientales étaient basées sur le corps, c'est-à-dire qu'elles avaient trouvé ces gymnosophies dont on parlait tout à l'heure, et qu'elles avaient trouvé des façons physiques de travailler tout ça, et que ce n'était pas uniquement théorique. Or, nous, on a été beaucoup dans la théorie et pas assez dans le physique. Et je pense que
j'avais une autre expression d'Eshimaru, excusez-moi, je le cite beaucoup, mais bon, il m'a quand même beaucoup marqué pendant les 11 ans que je l'ai suivi. Et il disait, il faut penser avec le corps. Et il y a une autre expression zen qui dit, il faut penser du très fond de la non-pensée. Donc ça veut dire que tout ça, il y a en nous comme des sortes de poupées gigognes, pourrait-on dire, des consciences gigognes, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, on peut y arriver avec justement tout ce travail sur le corps. De nouveau, je répète, c'est tout le temps à refaire, parce que hein, ça fait combien maintenant? Ça fait, j'ai 75 ans, ça fait 53 ans que je médite de différentes façons et que je vis complètement, que j'ai une expérience forte professionnelle, amoureuse, paternelle, etc., amicale, de société, de voyageurs, d'êtres humains, enfin voilà, qui essayent de l'être. Et, mais voilà, moi c'est ça qui me mène, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Magnifique, Marc. Tu ne peux pas être plus clair, plus précis. Et je pense, ça a l'air très simple. La seule chose, il faut qu'on se mette chaque jour. Et on oublie, on pense, voilà, c'est une affaire du week-end ou peut-être des vacances et on glisse dans oui, dans un autre espace. Et qu'est-ce que vraiment le méditant, pour moi, c'est quelqu'un qui fait un rituel journalier avec. Et quelquefois, on peut plus, c'est comme laver les dents le matin. Il y a quelque chose qui manque si on n'a pas médité. C'est vrai. L'expérience, se laver les dents, se laver le visage, se laver tout court, ça fait partie de ça. C'est une façon de se laver. Il y a une expression très forte dans le zen qui dit la méditation, c'est un bâton à merde. Pourquoi bâton? Bon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier toilette et ils avaient des sortes de spatules comme ça. Voilà. Et, on pourrait dire aussi c'est du papier. Mais voilà, ça nettoie notre merde en quelque sorte. Et je pense que c'est en effet à refaire tout le temps. Mais là-dessus, il ne faut pas non plus être obsédé. Il y a des jours où on n'a pas envie de méditer sur un rituel qu'on s'est imparti. Il y a des jours où je ne fais pas de tai chi, où je ne fais pas de qigong, où je ne fais pas de méditation. Mais quelque part, j'ai cette espèce en moi de souvenir qui fait que quand vraiment je suis trop perdu, noyé dans mes pensées, et j'adore cet adage populaire français, hein, qui veut dire que la sagesse populaire française avait déjà tout compris, comme elle avait compris l'histoire du hara. Hein. On parlait de l'expiration profonde dans le ventre tout à l'heure. Quand on dit de quelqu'un qui a des tripes, quand on dit de quelqu'un qui n'a pas de tripes, quand on dit de tout ça, tout ça fait partie du même processus. Bon, ben voilà, je me dis, bon, ben dis donc, j'ai une sorte de réflexe. Petit à petit, il y a une sorte de réflexe qui arrive et qui dit, mais t'es barré, quoi. Tishimaru, il aimait bien faire ça. Hein? Et donc, comment on fait? Ah ben, je reviens au calme. Mais je peux être en train de marcher, je peux faire n'importe quoi, je respire profondément, etc., et le calme se fait. Ouais. C'est en effet assez simple et c'est en effet quelque chose qu'on devrait apprendre. Je pense on se pose beaucoup de questions actuellement sur notre civilisation, le devenir de notre civilisation, le devenir de tout ce qui va se passer avec le réchauffement planétaire, avec la surpopulation, avec tout ça, malgré tout le niveau oui, une sorte d'angoisse planétaire qui augmente. C'est pas que le Covid. Et je me dis qu'on devrait, et heureusement que des gens qui s'y emploient, j'étais heureux d'apprendre que, par exemple, un député avait convaincu Jean Castex, non, comment il s'appelle, le ministre de l'Éducation, l'autre, enfin, peu importe, hein, oui, de s'intéresser à la méditation dans les écoles. Et donc, alors, il y avait des instituts qui faisaient de la méditation depuis 20 ans déjà, 30 ans même, qui commençaient à faire un petit peu de méditation dans les écoles. Il y avait différentes personnalités, comme Frédéric Lenoir et d'autres, qui faisaient que, bon, ben, il fallait faire
philosopher les enfants et leur faire respirer et faire un peu de méditation. Mais tout ça, c'était des petites choses. Il faudrait que l'éducation nationale dise, on n'est pas obligé d'employer le terme méditation si c'est celui-là qui fait peur, mais qu'on apprenne aux enfants tout simplement à respirer et à faire le calme en eux-mêmes. Ce ne sont pas des mots de secte, ce sont des mots de bon sens pur et simple. Et donc voilà, si on commençait par ça, et ça marche très bien avec les enfants. Approfondir, Marc a écrit plusieurs livres, par exemple les cahiers pratiques de la méditation. C'est un petit cahier à suivre, tout simple et très, très efficace que je vous conseille vivement. Et aussi le dernier livre qu'elle a sorti avec Christophe André sur la méditation pratique. Donc, je vous donne les coordonnées après sur le chat que si vous souhaitez approfondir un peu. Voilà les amis. Alors, que faisons-nous? C'était joli, hein, on a bien aimé. Magnifique ce que vous avez partagé, magnifique. Comme une vague, on est parti avec toi Magnifique. dans la profondeur. Hein, et on a Tant mieux. une paysage. Moi aussi, je suis parti avec vous. Et on a voyagé ensemble, c'était joli. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est vrai que quand on est en présence de personnes, c'est un autre feeling. Oui. Mais là, il y a une énergie qui se dégage, c'est assez intéressant. C'est une belle groupe, hein. Ça fait un moment, on se trouve toujours.